Je vous sais chanceux, parce que je l'aurais bien bu ce petit café. Je crois que je vais aller faire un petit tour quand même après. Ici présent, monsieur donc, Guillaume Poulet, Fred Faro. Euh, Ce que je vais faire, moi, je n'ai pas, vous le confirmeront, je ne les ai pas briefés plus que ça. L'idée, c'est toujours la même. C'est bien d'être dans un jeu de questions-réponses totalement ouvertes. Voilà. Ce que je vais leur demander en guise juste d'introduction, c'est de vous dire en fait ce qu'ils font dans la vie. Voilà, à peu près tout. Et puis je vous laisse leur poser des questions directement. Si jamais il n'y avait pas de questions, ce que j'ai du mal à imaginer, je n'hésiterai pas moi à anticiper les questions. Donc voilà, c'est totalement ouvert. Bonjour, je suis Fred Faro. Au début, désolé pour mon français, je suis hollandais et ça fait 2 ans que je suis à Paris. Je travaille comme styliste et couturier styliste. Et j'ai habité comme des résidents temporaires en Hollande avant. Donc je suis un peu le veteran de ce système ici en France. Et oui, si vous avez des questions. Voilà. Bonjour, Guillaume Poulet, j'ai 35 ans et je suis un futur résident temporaire en France, en Île-de-France notamment. Je suis fonctionnaire de police. Alors, attention. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour... Oui. Comment avez-vous connu Camelot? On dit Camelot ou Camelot? Comme vous voulez. Moi, écoutez, tant que ça fait sourire, je suis ravi. Voilà. Au moins, ça détend un peu le sujet parce que, comme on me le disait très justement, c'est vrai que la vacance, les bâtiments vacances, c'est un peu anxiogène. Alors voilà, ça fait du bien un peu de sourire. Mais bon. Donc ma question c'est comment s'est fait la rencontre? Est-ce que c'est vous qui cherchiez et qui avez trouvé Camelot ou est-ce que c'est en répondant à une annonce? Enfin, comment ça démarre finalement, le mariage? Eh ben, le mariage, proprement dit, avec Camelot, c'était sur le Bon Coin. Tout simplement parce que j'étais en recherche d'une location. Alors je vous dis, ma vie fait que je cherchais quelque chose de pas cher, de pratique, pas très loin de mon travail. Et donc j'ai répondu à une annonce sur le Bon Coin tout simplement. J'ai mis les formes et j'étais prudent au début parce que vous connaissez tous l'escroquerie ou ce genre de choses sur ce genre de site. Donc j'ai demandé des renseignements et tout. Et Madame Lalu, qui est au fond de la salle, m'a appelé même d'Angleterre. Bon, j'ai pris note du numéro et je me suis renseigné précisément et le concept m'a plu et voilà. Comme Camelot est connu en Europe, il est très facile sur Google de trouver des renseignements. Et puis, la suite de ma question c'est quelle est l'étape d'après? Parce que vous devez recevoir des centaines, des milliers de... Donc à quel moment vous choisissez monsieur? l'étape d'après, tout ça, ça a été facile. Le contact étant établi, on m'a demandé de renvoyer, montrer patte blanche en fait. Qu'est-ce que je fais des fiches de salaire, de me présenter. Donc ça a commencé par mail, tout simplement. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc j'ai envoyé mon dossier par Internet, et puis en Angleterre justement. Et j'ai eu une convocation, un échange, un entretien avec Monsieur Berludo. Et il m'a dit, écoutez, votre profil me convient, quand est-ce qu'on se marie, entre guillemets. Combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps, un mois et demi, même pas. Combien de temps l'entretien À l'entretien, 2 heures. Oui, et pour moi, c'était en fait déjà en Hollande, j'ai habité comme résident temporaire, donc je connais déjà les systèmes chez Camelo et aussi chez HOD, ça s'appelle, et il y a plein, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui comme Camelot en Hollande déjà, donc il y a des concurrences. Et, ouais, j'ai habité avec eux et donc j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens que je connais qui habitent comme ça aussi, ou avoir des lieux pour travailler dedans. Et oui, comme ça, oui, je connais déjà le nom de Camelot et ce qu'eux font.
Et comme ça, j'ai envoyé une mail à M. Olivier Bermudo. Et voilà, j'ai dit, ouais, je connais le système de Hollande et comme ça, ouais, c'est plus facile pas beaucoup de questions déjà pour comme ça. Et, Oui. Ouais, un meeting et après. Vous avez déjà été confronté à une rupture de contrat. Vous étiez logé dans un camelot en Hollande et on vous a dit bon, ben, dans un mois c'est fini. Ça vous est déjà arrivé? Merci. En fait, ouais, en fait, c'est déjà en Hollande où j'étais, c'était ici c'est un mois pour dire partir, et là c'était 2 semaines même. Donc c'est beaucoup. Ouais, ça changé déjà. Bon, avant c'était 2 semaines pour. Ok, 4 maintenant, voilà. Beaucoup mieux déjà. Et je pense que en France on essaie même de faire 3 mois. Donc ça, ouais, c'est une merde de temps. Un mois, oui, je sais, ouais, ouais, voilà. Donc, oui, ça a posé pas de problème en fait, jamais. Comme c'est très connu, comme c'est très populaire, il y a plein d'endroits en fait, et je pense que oui, ça reste très normal. Et même, oui, les entreprises qui vraiment aident de chercher il faut déménager dans un autre endroit, ils cherchent des autres aussi. Et 2 fois, ça marche, oui, que ça marche pas. Ouais, ça pose aussi pas de problème. Et j'ai fait ça pour répondre aux questions. J'ai fait aussi, mais ouais, ils ont dit voilà à la fin, oui, c'était 2 mois qu'il faut partir et ouais, voilà, j'ai parti dans un autre endroit et ouais, c'était facile. Et là, aujourd'hui, j'anticipe peut-être une petite, Pardon. aujourd'hui en France, comment vous faites? En France, maintenant. Vous occupez la maison et moi je vous demande là, de partir dans un mois. Vous allez où? Ah d'accord. Ah, mais là, pardon, j'ai pas, j'ai même pas compris. Ouais, maintenant je suis en fait aussi, maintenant j'habite avec une amie et eux ils ont dit c'est pas un problème et j'ai aussi ouais, en fait, dans un mois on peut aussi chercher des autres choses, c'est pas, ouais. Vous habitez chez l'ami? Ouais, non, ouais, ensemble, colocataire, ouais, colocation. Non, c'est pas de camelot. C'est que maintenant, en France, j'habite pas dans un endroit de camelot en fait. Ça va commencer semaine prochaine ou très bientôt en fait. Et c'est pour ça que je suis ici, mais j'ai pas encore fait ça en France, honnêtement. Ouais. Vos locataires, c'est un vivier et vous vous engagez s'ils sont, si vous les délogez, à les reloger. A priori, ils sont prioritaires, oui. Vous devez avoir une liste d'attente considérable, mais tant que vos locataires souhaitent continuer avec vous, si l'immeuble ferme, vous vous engagez à les mettre en priorité dans l'immeuble suivant ou comment ça se En passe? fait, nous, dans notre modèle économique, nos premiers clients, c'est les résidents temporaires, hein. C'est bien comme ça qu'on vit, hein. Donc, quand M. Poulet mentionne qu'on est resté 2 heures ensemble, c'est parce qu'il avait notamment des questions très précises sur le contrat. Et j'y ai répondu. Donc c'est important. Maintenant, pour l'entreprise, c'est un investissement. Les 2 heures que je passe ne sont pas gratuites, bien évidemment, ça se saurait sinon. Donc voilà. L'autre élément, c'est que nous, tout notre enjeu, c'est de les conserver le plus longtemps possible en les déplaçant d'un site à l'autre. En fait, et c'est là où ça colle au nouveau mode de vie, et c'est le cas par exemple de Fred, mais aussi de Guillaume Poulet, c'est ils sont pas sûrs de savoir où ils vont vivre encore dans un an, me semble-t-il en tous les cas. Moi je crois que c'est, enfin voilà, hein. Et c'est leur mode de vie, et c'est en pleine, ça va de pair avec les nouveaux modes de vie aujourd'hui de nos âges, on va dire. Je me rajeunis un petit peu volontairement, mais Oui, ce sont des nomades en quelque sorte. clairement. Donc Clairement. on peut imaginer que demain, Monsieur Poulet est affecté, donc de la police est affecté à Marseille. Ils se tournent vers vous en disant à Marseille, est-ce que je peux avoir Ouais. On a ce type de partenariat, comme je vous le disais, avec les pompiers. Je crois même avec la police. Do we have partnership with police in Holland? No? Yeah. For that, to provide cheap accommodation. Ouais. Ouais. À Londres et en Hollande, on le fait aussi sur ces populations-là, mais pas seulement.
Ah, ils font même des prix. Ils en font même des prix, ce qui est pas le cas là. Mais, mais voilà. Oui. Qui organise et paye les déménagements? Ouais, les résidents temporaires. Ils sont grands. Je vous laisse répondre. Mais comme un déménagement normal, en fait. C'est pas. Oui, on déménage. Oui, ça va. Pardon? Expliquez comment vous vivez aujourd'hui, parce que les gens ne savent pas forcément. Parce que vous avez beaucoup de choses. Voilà. Pardon? Ou comme j'habite maintenant? Ou avant? Vous avez beaucoup de choses. You have a lot of things to move out. Ouais. Non, Pardon, ouais, j'ai pas beaucoup de choses à. Comme une personne normale, je pense. C'est pas. Ouais, je suis pas un collectionneur de j'avoue. Je sais pas quoi. J'ai pas. Ouais, j'ai une maison, hein. Ouais. Ma mannequin. Oui, j'ai un endroit de travail aussi, donc ça va. Et je veux bien aussi comme deux camions, un endroit pour travailler. Ça, si c'est possible, ça sera génial aussi. Mais bon, c'est pas ça. Donc si on travaille, oui, pour le travail, j'ai aussi des choses à déménager. Mais ça, j'ai un endroit pour ça, donc ça reste là. Et pour déménager moi-même pour habiter, c'est pas. Oui. Ben, moi, j'ai pas beaucoup d'affaires personnelles, donc je viens de Bretagne à la base. Ça fait 6 ans que je travaille en région parisienne et j'ai jamais eu vraiment de point fixe ici. Donc, ma vie se résume dans une valise qui fait à peu près 50 cm par 30 par 1 mètre. Voilà. Oui, on a bien compris que on est dans une société de zapping et que vous êtes un peu aligné par rapport à ça. Et je crois que tous les jeunes de cet âge-là sont un peu sur ce profil-là aujourd'hui. C'est différent de nos us et coutumes habituelles. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur. Je pense que vous nous avez présenté, et c'est normal, hein, j'aurais fait la même chose, deux candidats idéaux, hein, en l'occurrence, monsieur qui est de la police. Moi aussi, hein, j'aurais sauté à pieds joints sur l'occasion, hein, franchement, si j'avais été à votre place. Et puis monsieur qui était déjà dans le business model qui était le vôtre, que vous avez pu tester dans un autre pays, donc moindre risque. Mais quels sont les critères clés de recrutement, effectivement, dans la masse de candidats que vous avez? Je suis désolée, la question s'adresse à vous, mais elle est directement liée. Mais c'est les mêmes qui ont été appliqués pour Fred Faro et Guillaume Poulet. Hein, des gens qui garantissent de revenus réguliers, majoritairement donc salariés. Ça peut inclure des étudiants, mais en partie et au cas par cas et suivant le type d'études, parce qu'un étudiant, s'il a un examen à passer et qu'il faut lui demander de partir sous un mois, c'est pas forcément l'aider à la sortie. Donc on est très vigilant aussi de ce point de vue-là. Quoi d'autre? Des gens qui sont sans enfants, qui en tous les cas qui n'ont pas de vie de famille. C'est pas prévu pour les familles, c'est précisé par circulaire, la circulaire d'application du dispositif. 18 ans au moins, majeur. Voilà, assez simplement. Hein. Il est clair que quand vous avez ces critères-là, vous touchez 80% d'une population. Alors c'est vrai que du fait que ce soit un mode de vie en colocation, il va de soi que ça touche principalement des gens relativement jeunes, assez naturellement, ça se tourne vers eux. On a aussi des gens plus âgés, comme peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait le reportage de 7 à 8 sur TF1, qui a fait un sujet sur nous. Et en Hollande, on avait un monsieur qui était un peu plus âgé, qui avait une 50aine d'années, qui avait un petit peu bourlingué, et qui était très content de payer pas cher, quoi, mais qui travaillait par ailleurs. Hein, voilà. Ouais, voilà. Et j'ai moi des gens par exemple d'une classe d'âge, j'ai des profils très différents. Je ne vais pas non plus vous dire, voilà, nous clairement, on n'a pas non plus un traitement de sélection des candidats qui a un caractère discriminatoire. Je tiens très clair là-dessus. Maintenant, on a une façon de sélectionner qui aussi repose beaucoup sur du bon sens, mais nos critères c'est les mêmes partout en Europe pour tous les pays. Voilà. Voilà. Et il faut évidemment des gens qui sont. Nous, comme on dit, je vais vous donner des petits trucs parce que voilà, il est clair que quand j'ai quelqu'un qui vient et qui dit bonjour, je voudrais avoir 50 mètres carrés et être situé dans Paris entre le 18e et le 20e, et j'en ai beaucoup, hein, avec telle surface et je veux ça, etc. C'est pas ça le principe. Le principe, il faut qu'on ait des gens qui soient suffisamment ouverts d'esprit, qui aient cette capacité à être flexibles, nomades, et qui aient
qu'ils soient prêts à ça. Donc voilà, donc quand on a des gens qui nous contactent, qui disent votre bien m'intéresse, Fred Faro, c'est le cas par exemple. C'est pour un bien qui est situé en Île-de-France. On l'avait dit ouvertement, il a très bien compris que là, il allait démarrer avec nous. En Hollande, en Angleterre, etc., on est extrêmement réputé pour faire occuper des immeubles qui sont situés dans l'équivalent du 8e. Hein. Et je plaisante pas. Donc voilà, il y a des immeubles de bureaux entiers qui sont vides pour des raisons qui concernent le propriétaire et il en a le droit. Voilà, donc lui, il sait très bien que demain, je pourrais lui proposer quelque chose, et ça a failli arriver d'ailleurs, situé dans le 8e, par exemple. Et ça l'intéressera ce jour-là. Et en même temps, il y a chez eux, clairement, mince, je trouve pas le mot. Le sentiment d'appartenir aussi à une forme de réseau, de networking, qui n'est pas seulement en France, mais qui est européen. Parce que j'ai échangé moi avec une des personnes, je ne vais pas la citer, mais qui m'a dit tout à l'heure, voilà, mon fils doit aller étudier à Londres, etc. Donc effectivement, on se connaît. Donc je sais pas, c'est quelqu'un de la profession, donc voilà. Ça, on sait le faire, et on sait le faire en 48 heures. Voilà. Fred Faro demain me dit je veux aller en Hollande, ou Monsieur Poulet veut me dire je veux passer un mois de vacances en Angleterre dans un château parce que c'est au mois d'août et que nous on n'a personne ou qu'il y a moins de monde et que c'est intéressant d'avoir une présence. Ça prend 24 heures. Hein. Voilà. Et c'est quand même pas neutre. La même chose pour Berlin, la même chose pour Bruxelles, etc. Et il y a ce sentiment-là chez eux très clairement aussi. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, je voudrais poser deux questions. Une directement qui rebondit sur ce que nous disait Fred Faro. Est-ce que votre activité qui, dans les autres pays de France, que la France, ça s'applique sur des locaux d'habitation et des locaux d'activité, si j'ai bien compris? Est-ce qu'en France, on pourra déborder sur du local d'activité, du style profession un petit peu artistique, etc. Et deuxième question qui est beaucoup plus générale, qu'est-ce qui explique que la loi qui a été quand même votée en 2009 commence seulement mi-2012 à trouver une application opérationnelle sur la France? Je vais en profiter, Monsieur Marchal, je me permets. Parce que ça peut prendre un an. Voilà, moi j'ai essayé de vous contacter il y a un an. C'est pas un reproche que je vous fais. Je vois très bien votre activité, c'est pas forcément évident, le temps, etc. C'est long, voilà. Donc il y a des gens par lesquels moi, par mon réseau professionnel ou personnel, j'ai pu avoir un accès plus rapide. Mais bon, on est deux à plein temps dédiés au développement de l'activité. Ça prend un certain temps. Ah oui. C'est vrai. Alors, j'ai une réponse très très simple là-dessus. La spécificité. D'accord, non, c'est bien. Sur la spécificité de Calmot Property. Calmot Property n'est pas l'inventeur du concept de protection par occupation. Hein. Faut le savoir, en Hollande. Bien sûr. Mais la spécificité de Calmot Property, c'est d'être le seul à avoir une implantation européenne aujourd'hui. Et d'avoir cette implantation à l'international et sa taille aussi. Il reste en Hollande quand même le numéro 1, numéro 2 suivant les années. Voilà. Mais on est les seuls aujourd'hui à avoir cette implantation européenne. Comme toute dimension internationale, il faut à un moment donné avoir quelqu'un qui ait cette vision-là. C'est le cas du PDG, c'est le cas du fondateur, c'est le cas de John Mills par exemple, qui ont dès le départ, dès la création de l'entreprise, eu cette vision-là de développement européen. Moi, pour ma petite part, je ne m'étends pas, mais moi je suis un ancien de Régus, si certains ne connaissent pas, c'est du bureau équipé, clé en main, etc. Régus n'a pas inventé le concept, hein. Ça faisait 30 ans que ça existait les centres d'affaires. Hein. Par contre, le fondateur, il a juste eu l'idée de standardiser à niveau mondial. Voilà. Et c'est exactement ce que fait aujourd'hui Calmot Property. Et aujourd'hui, moi je serais ravi, hein, voilà, mais c'est un travail qui est relativement long, donc coûteux aussi en termes d'investissement. Il faut concevoir que la sensibilisation auprès des pouvoirs publics français a pris environ plus de 2 ans. Ça a été financé directement par l'entreprise. On est sur des coûts qui sont qui se rapprochent du million d'euros. Hein. Donc il faut aussi avoir cette vision-là et être sûr de ce qu'on fait. Donc ça, rien que pour le marché français. Donc voilà, et ça a été un travail de sensibilisation d'environ de 2 ans, 3 ans. Donc voilà. Et après derrière, bon bah voilà, au vu de vos questions aussi, il va de soi aussi, et c'est légitime, hein, c'est normal que bon voilà, il y a des interrogations. Comment on va faire vivre des gens dans des bureaux est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas voilà. Et l'idée aussi de ce petit déjeuner, c'était aussi de vous montrer non seulement par la présence donc, de Guillaume et de Fred, mais également, il y avait un de nos clients qui devait venir qui n'a pas pu venir. Alors, il n'était pas dit qu'il intervienne par micro, mais le connaissant, peut-être qu'il l'aurait fait, voilà. Mais qui nous utilise sur ce mode-là, et sur du bureau.
Voilà. Ah oui, pardon. Oui, on le fait déjà en fait. Hein. On le fait déjà assez massivement. Fred Faro, c'est l'exemple concret. Il est designer, styliste, il fait des défilés, etc. On dirait pas comme ça, mais je me moque un peu. Mais voilà. Et d'ailleurs, dans son dossier, je peux le dire, hein, il n'y a pas de souci. Ce qui a fait aussi la balance, c'est qu'il y a un mécène qui l'accompagne dans son développement. Donc voilà. À hauteur d'un montant qui est supérieur à un salaire annuel. Hein, donc voilà, qui est garant, plus d'autres garanties qu'il apporte, enfin, etc. Et lui, par exemple, il a besoin éventuellement d'un espace supplémentaire pour ses créations, ses mannequins, sa machine à coudre, ses dessins, enfin, etc. Voilà le genre de choses, oui, qu'on sait faire. Voilà le type d'activité qu'on peut couvrir avec quelqu'un qui aura la capacité, de toute façon, d'être extrêmement mobile. Voilà. Donc ça, on le fait de plus en plus. En France, aujourd'hui, on fait les choses pas à pas. On a ce dispositif-là, il est très clair. Il est lié à de l'occupation pour créer des nouvelles formes innovantes de logement du point de vue des pouvoirs publics, bien entendu, et dans un cadre légal. Mais on n'y est pas fermé. On n'y est pas fermé, en effet, ouais. Donc voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous partiez nécessairement sur de la colocation, si c'était une question de volume à occuper, ou si c'était aussi pour entretenir quelque chose une non-installation. Enfin, quand on est en colocation, on est chez soi, mais à moitié, on sait que c'est temporaire. Oui. Clairement oui. Alors, il y a aussi un aspect de rationalité économique sur le bien, c'est-à-dire que nous, l'idée, plus il y a de gens, plus c'est rentable aussi. Après, si on a trop, ça coûte trop cher aux propriétaires, donc économiquement, c'est pas forcément intéressant. Et il va de soi aussi que quand les gens vivent en colocation, alors c'est pour des questions d'investissement, on ne peut pas recréer un appartement dans chaque pièce de bureau, etc. C'est à la charge du propriétaire. Le propriétaire dira bah non, c'est trop cher, ça m'intéresse pas. Voilà. L'idée aussi, c'est qu'en vivant en colocation, l'optimisation du site, elle est meilleure. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine commune, les gens se déplacent, et ça concourt à mieux faire occuper le site. Voilà, si ça répond clairement à votre question. Voilà. J'ajouterais que comme je travaille en horaire décalé, vous voyez, je pars à une heure où il n'y a pas beaucoup de mouvement et je rentre à une heure, c'est la même chose. Donc ça permet, comme disait M. Bermudo, de faire un passage à un moment où c'est pas forcément le commun, le planning quotidien de vous, par exemple. Donc ça permet aussi d'avoir une vue sur la protection du bâtiment. Et tous les citoyens ont l'obligation d'avertir quand il y a un problème dans la rue ou si quelqu'un rentre chez vous sans que vous l'y ayez convié, forcément vous allez vous défendre. Ouais, déjà comme ça, en Hollande, c'était aussi, c'est très bien, c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un. Une fois, il était de l'eau, c'était un bâtiment très vieux, c'était super beau école, et c'était de l'eau qui était cassée. Et donc et comme on a passé beaucoup de temps, non, on a fait des rondes dans le bâtiment et on a vu tout de suite, on rappelle tout de suite, c'est fixé comme ça, ça fait de damage de 1000 euros comme ça, et c'est pas, mais comme ça, c'est fixé tout de suite. Et c'est très pratique comme ça, ça fait les deux. Je vais repréciser encore votre question. Quand on s'est vu, et sur les contrats que vous avez pu voir, etc., aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire à monsieur, par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous croisez quelqu'un qui rentre, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une fenêtre cassée ou un dégât des eaux? Je pense que c'était un peu votre question. Et bien sûr, ouais, bah oui, oui, bien sûr. Voilà, enfin, comment vous devez réagir en fait. Voilà. C'est le principe de légitime défense. C'est assez large comme principe en fait. Mais je veux dire, Fred, il a ses affaires dans le bâtiment. Moi, j'ai les miennes. On est plusieurs à habiter là. Si quelqu'un qui n'est pas là normalement est présent, il n'a pas sa place. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je connais un numéro, ça s'appelle le 17.
Et avant, bah, le gars, je lui pose des questions, je lui demande. Alors non, je ne veux pas le. Oui, entre nous, ouais. Qui est-ce que. Bonjour, bah, on est courtois et puis on demande, bah, vous faites là, vous venez voir quelqu'un. Mais c'est bien, ça me permet de répéter comme ça. Nous, on leur met à disposition une hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà. Et on avait bien dit, mais c'est pas grave. Mais l'idée, non, mais c'est pas. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est ça. C'est que voilà. Alors effectivement, je les ai prévenus. N'appelez pas la hotline parce qu'il y a 2 gouttes d'eau qui tombent ou ce genre de choses. Mais si vraiment c'est nécessaire, et à l'inverse aussi, si vous considérez que c'est trop grave, vous faites le 17 directement. On ne perd pas de temps non plus. Voilà. Soit dit en passant, c'est ce que fait aussi une société de gardiennage classique. Voilà. Après, là où je crois, hein, ils démontrent bien les choses, c'est que nécessairement ils y vivent hein, dans les lieux. Hein. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à regarder quelqu'un qui passe, qui rentre dedans. Je vais même vous faire une petite confidence, alors qu'il n'y a rien de dramatique. La preuve en est, mais il faut dire, voilà, on a un immeuble, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, je crois, en Angleterre. On a eu un appel, alors ça a été rapide, hein, dans l'heure, de quelqu'un qui s'était installé dans un immeuble que les autres ne connaissaient pas. Et il est rentré, il s'est installé, je vais vivre dedans, voilà. Et les gens ne lui ont rien dit, ne lui ont pas adressé la parole. C'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Ils n'ont pas, voilà. Hein. Ils ont passé un coup de fil. Dans l'heure d'après, on y était. Tapé à la porte. Bonjour monsieur, vous êtes qui, etc. Ok, très bien, il faut partir. Dans 99% des cas, on n'a jamais aucun souci. Les gens s'en vont. Parce que s'ils s'en vont pas, on va faire quoi? On va appeler la police, etc. Enfin bon, les gens s'en vont. Voilà. Le 1% restant, enfin même pas 1%, il est, y a pas. Et au pire, enfin c'est pas, on gère de toute façon. Et il y a un moment donné, c'est aussi pour ça qu'on nous paye. Hein. Je ne vous le cache pas. Voilà. Vous avez une question, monsieur Denève, non? Je pensais que je vous ai vu. Oui, moi j'avais 2 questions. Je voulais savoir si les habitants temporaires, les occupants temporaires avaient un droit de regard sur la colocation, c'est-à-dire qui venait, qui partait, s'ils s'entendent pas ensemble, etc., pour éviter les problèmes entre eux, quoi. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les contrats sont limités à 18 mois dans le temps et pas plus, ce qui permettrait notamment de... Bon là c'est léger pour les mannequins, etc., mais pour des activités un peu plus lourdes ou artisanales, ça serait mieux plus longtemps, quoi. Ouais. 18 mois. Alors c'est pas nous hein, qui l'avons décidé. Il y a une raison en fait juridique, c'est pour éviter une requalification en bail, etc. Au-delà. Enfin bon, je crois que c'est ça. Mais bon, voilà. Alors on a déjà posé la question parce qu'on a des propriétaires aujourd'hui qui nous mandatent a priori pour des durées plus longues que ça. Parce que quand un bien il est vacant, aujourd'hui sur un actif de bureau par exemple, au moment où il est vide, hein, j'entends, en région parisienne c'est 12 mois hein, et ça va à peu près en augmentant. Alors c'est pas systématique, mais c'est à peu près la durée moyenne. Donc voilà, et ça peut vite être 2 ans, par exemple, en province. Donc on peut renouveler en fait ces 18 mois-là. Cependant, comme l'a très bien dit Maître Blondet, nous le dispositif il est expérimental jusqu'au 31 décembre 2013. Alors on est largement au-dessus d'1 an, ça correspond aux durées qu'on pratique en moyenne. Voilà. Nous aujourd'hui on a des biens sur lesquels on a des gens qui vivent avec nous. Je crois que notre plus ancien résident temporaire, ça doit faire 10 ans qu'il vit sur ce mode-là. Et on a des biens en gestion à long depuis 7 ans. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis mandaté sur certains de nos clients. On a mis le maximum de la durée jusqu'au 31 décembre 2013, mais ça sera renouvelé nécessairement. Ils ne veulent pas le faire pour 1 an et demi ou 2 ans, quoi. Donc voilà. Vous aviez encore une autre question, je l'ai oublié. S'il voit quelqu'un. Alors. Oui, en effet, ouais. Le même type que en fait, c'est la colocation, ça. C'est le sujet de la colocation. C'est que eux, c'est pareil, ils y vivent. Nous, on n'est pas là pour faire la police, hein, entre guillemets. Bien entendu, on contrôle le bien, on s'assure que tout se passe bien. Ils peuvent venir vers nous si jamais il y a quoi que ce soit. Cependant, j'ai perdu le fil. Sur le mode de vie, eux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas dedans. L'autre point aussi, c'est qu'on n'empêche pas les visites non plus. Maintenant, il n'est pas possible de faire des fêtes parce que ce n'est pas prévu pour, mais ils peuvent recevoir, en fait, on a fixé dans le règlement intérieur jusqu'à 2 personnes maximum. Oui, non,
mais c'est pas ça que je voulais dire en Ouais. fait. Par exemple, vous choisissez 8 personnes pour habiter dans un bâtiment Ouais. de bureau, Oui. par exemple. Ouais. Ces 8 personnes-là peuvent pas s'entendre, ne s'entendent pas du tout. Est-ce qu'elles D'accord. ont un droit de dire quelque chose ou pas, ou alors c'est comme ça? Ouais. Parce que dans une colocation normale, on choisit un peu les gens, on se choisit entre Ouais, nous. alors dans ces cas, c'est assez rare parce que déjà on fournit beaucoup d'espace, donc ils se marchent pas dessus, hein, généralement, je vous le garantis. C'est plutôt, on est dans un principe de loft, hein, clairement, plutôt que de pièces qui font de chambres de bonne. Donc voilà, ça peut arriver des tensions, il y en a, c'est assez régulier. Nous après, on n'est pas géo non plus, hein. Voilà. Alors il arrive parfois qu'il y ait une personne, ce qui se passe très souvent, c'est que quand il y en a une qui est pas bien, bah, c'est la même qui embête tout le monde. Donc d'elle-même, elle part. Généralement, c'est ce qui se passe parce que bah, les autres, ils sont pas forcément dans le même principe. Il faut aussi bien intégrer que tout le monde est plutôt conscient de bénéficier d'une super opportunité, d'un bon plan, comme on dit, et tout le monde fait en sorte que ça se passe bien, quoi. Voilà. Après, les aléas humains, bah, c'est la partie des choses qu'on gère. Voilà, ils sont jamais prévisibles à 100%, hein, voilà. Il y en a des tensions, mais bon, rien de bien méchant, quoi. Voilà. Je leur redonne le micro parce que moi sinon je peux parler des heures, hein. Oui, juste une petite question. Je voulais savoir, est-ce que vous limitez le nombre d'ouvertures de contrats? Je pense par exemple à Internet, au téléphone, et pour leur courrier, parce que s'il y a ouverture de contrat, il y a des courriers qui arrivent. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait à ce niveau-là, si même pour les courriers concernant leur banque, étant donné qu'il y a une mobilité qui est organisée avec les résidents, est-ce que ça vaut le coup de domicilier un maximum de choses dans le bâtiment qu'ils occupent? Voilà, merci. Mais j'ai que l'expérience en Hollande et ça c'était. En France, on n'a pas de courrier sur le bâtiment en fait. Oui. Donc il faut avoir un autre. Oui, chez le bureau de poste ou comme ça pour chercher le courrier. Internet, ouais, Internet maintenant c'est partout. En fait. C'est un petit clé de 3G comme ça, c'est facile. C'est pas téléphone, tout ça, tout le monde a des Internet partout, non? C'est pas... Et quoi d'autre? Ouais. Ouais. Ça correspond au nouveau mode de vie en fait. On est autonome. On peut prendre une boîte postale dans la commune où on est en fait. Alors, ouais, ça, je vous en prie. Ça dépend de vous, propriétaire. Voilà. Là, le bien qu'ils vont occuper, propriétaire a dit je veux pas. Voilà. Il a le droit. Dans 50% des cas, il y a des propriétaires qui disent non et d'autres qui disent oui. Très clairement, le dispositif, il est excessivement clair, on ne peut plus clair. C'est pas le fait d'y poser une boîte postale ou pas qui va générer une requalification ou quoi que ce soit, hein. Voilà. Donc on se dit les choses comme elles sont. Le propriétaire voulait pas parce que pour des raisons qui le concernent, il ne voulait pas l'avoir sur le bâtiment. On est plutôt sur un propriétaire, entre guillemets, enfin particulier, hein, voilà. Mais on a d'autres immeubles aujourd'hui, sur les actifs de bureau, où c'est le propriétaire qui fait installer une boîte aux lettres à l'entrée. Donc vous voyez, voilà, qui est clairement dans cet esprit-là. Sur la partie des télécoms et de l'Internet, c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. On a 50% de nos propriétaires qui disent OK, très souvent dans les immeubles qui sont prévus à la démolition ou à une vente qui est vraiment supposée plutôt que réelle, dont ils savent que, et même si c'est vendu, ce sera pour le foncier plutôt que le bâti, qui disent oui, ok, très bien, aucun souci, ils font ce qu'ils veulent, ils se débrouillent, etc. Ils appellent demain un opérateur FTSFR, ils tirent sur n'importe quel immeuble de bureau, ils s'en fichent, hein, très honnêtement, on le sait, hein, voilà. Il y en a d'autres qui disent non, hors de question, je ne veux pas que les gens accèdent au B, et c'est légitime. Je ne veux pas qu'un technicien touche à tout le reste. Donc voilà, aujourd'hui avec un iPhone, on fait beaucoup de choses en fait, hein. Donc voilà, donc ça inclut aussi des aspects de télévision et autres, etc. Et sur lesquels nous, on est très clair avec eux. Voilà, il y a parfois des contraintes, hein, voilà. Mais elles sont pas bien méchantes, voilà. Deux questions. Est-ce qu'il y a des biens pour vous qui sont que vous prenez pas car ils sont inlouables? Je pense notamment à des entrepôts qui peuvent avoir pas mal de mètres carrés de bureaux mais qui sont en zone industrielle. Et deuxième question, vous avez mentionné un agrément préfectoral à obtenir. Est-ce que c'est long? Comment ça se passe est-ce que ça a du délai? Est-ce qu'on peut se le voir refuser? Je suis désolé, j'ai pas entendu la première question. Oui. Est-ce qu'il y a des catégories de biens que vous refusez parce qu'ils ne sont pas louables? Par exemple, il y a beaucoup d'entrepôts en zone industrielle qui ont des bureaux qui sont difficiles à louer ou à vendre. Voilà.
Alors, c'est pas pour ça qu'on va refuser un bien. Si on refuse un bien, c'est parce qu'on considère qu'au niveau de l'hygiène et de la sécurité des personnes, ça présente un risque. Et là-dessus, on ne transige pas. J'en ai refusé pas beaucoup, mais j'en ai refusé un certain nombre. Voilà. Après, c'est pas la nature du bien qui fait qu'on va le refuser. Très rarement, on est plutôt, nous, très connus pour occuper des lieux totalement incroyables. On occupe un observatoire en Angleterre, vous voyez, par exemple. Sur les entrepôts, sur la partie bureau, ça ne présente aucun risque. Voilà, à considérer que ce soit en fait hors d'eau et raccordé en eau et en électricité, tout simplement. Voilà. Sur la partie de l'agrément préfectoral, les circulaires et le dispositif prévoient très clairement un délai maximum de 2 mois. Aujourd'hui, tous les agréments qu'on a obtenus, le délai a été rigoureusement respecté au jour près. Voilà. Et on est évidemment, c'est fait partie de mon travail que d'être en contact avec les services concernés, dont certains représentants sont encore présents, je crois, je les cherche, mais voilà, non, ils y étaient, ils sont partis, mais enfin bon. Il y avait quelqu'un ici de la préfecture à charge d'instruire le dossier. Il est évident que quand un préfet va mettre son visa sur le dossier, vous comprenez bien les raisons pour lesquelles aussi. Voilà, donc il y a un moment donné, tout le monde a ce même intérêt-là, gagnant-gagnant, les pouvoirs publics aussi. Et ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que sur les agréments qui ont été, alors ça, je trouvais ça assez intéressant, visés par les préfets, c'est le retour qu'on en a fait. Généralement, un préfet, bon, lié à sa fonction, il signe plutôt qu'autre chose. Et ils ont tous regardé assez attentivement, en posant des questions, mais des questions parce que réellement intéressés par l'opération, en se disant tiens, c'est pertinent, c'est pas bête. Parce que le préfet, quand il a un bâtiment vide sur son département, comme le maire, comme etc., etc. Moi, j'ai rencontré des élus, je peux vous dire qu'ils me tapaient du poing sur la table, en me disant mais moi, c'est hors de question, etc. J'en veux pas. Enfin, pas par rapport à nous, mais par rapport au fait d'avoir des bâtiments vides. Et en me disant voilà, nous, vous pouvez nous appeler, etc. Ils ont horreur de ça. Ils ont horreur de ça. Ça génère énormément de problèmes pour eux. Ils n'aiment pas ça. Le voisinage autour n'est pas content, enfin, etc. Et ça se répercute après à tous les niveaux. Et quel que soit le type de mairie, aussi bien comme la mairie de Paris que des plus petites communes. Et il faut bien intégrer que les pouvoirs publics locaux, à chaque fois, apprécient énormément le principe, qui est d'ailleurs, bon, c'est ce qui est relayé aussi dans la presse, que ce soit dans Le Monde, Le Figaro, enfin partout. Tout le monde trouve plutôt intelligent l'idée de faire occuper ces bâtiments qui sont vides et qui coûtent une fortune, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien d'ailleurs. Alors, sur l'île de France, ailleurs, dans le Calvados, dans la Somme, notamment, voilà les choses en cours qu'on a. Donc nous, on peut intervenir en province, pourquoi? Parce que, en fait, on visite à minima, alors après c'est du sur-mesure suivant les cas clients, une fois par mois le bien en totalité. Voilà, on édite un rapport, on a d'ailleurs une plateforme de gestion externalisée qui s'appelle MyCastle, auquel vous avez accès et qui vous permet de suivre le bien et dans lequel vous voyez les rapports. D'ailleurs, les résidents temporaires ont aussi accès à cette plateforme et dans lesquels ils peuvent renseigner des informations liées à l'état du bâtiment. Et vous verrez nos relations entre nous et eux dedans. Donc je suppose que Fred Faro dise il y a un dégât des eaux dans ma chambre et nous on ne répond pas pendant 3 mois ou 2 mois, vous verrez ces communications-là dedans. Donc c'est aussi important parce que nous, ça nous met en position d'agir vite. Voilà. Et ça vient en fait de notre norme, notamment de notre norme ISO 9001, qui nous oblige à avoir un devoir de transparence, d'amélioration continue, enfin, etc. Donc voilà, donc on peut gérer assez facilement à distance et de surcroît avec ce petit outil-là aussi, c'est là où le concept est forcément intelligent pour un praticien de l'immobilier, il peut le comprendre aisément. On vit un peu dans l'immeuble au jour le jour grâce à eux. Voilà. Eux, ils ont un devoir. En fait, alors, les droits et les obligations du résident temporaire par contrat et dans le dispositif, c'est les suivants. Obligation de nous prévenir en cas d'intrusion. Obligation de nous prévenir en cas de dégradation des parties qu'ils occupent à titre privatif. Un peu là comme un locataire en l'occurrence. Le droit, donc obligation de partir moyennant un mois de préavis au-delà de la période minimum. Et le droit de payer 200 € par mois, donc un prix pas cher, et de ne pas payer toutes les charges d'eau, d'électricité, de taxes, etc. Donc voilà, et c'est sur ce principe que l'équilibre se crée en fait. Voilà. Oui, alors, en moyenne, à partir de 5 personnes, il faut qu'aussi l'opération soit intéressante pour nous, nécessairement. Mais on fait aussi des immeubles sur lesquels parfois, alors vraiment des tout petits actifs, à 1 ou 2 personnes, ça arrive plutôt 2 en fait, 2-3. Voilà. En moyenne, nos sites, on s'est occupé
par 10 à 20 personnes, mais en Angleterre, en Hollande, on a aujourd'hui des sites sur lesquels on installe jusqu'à 80 personnes. Hein. Voilà. Bah, c'est le cas, notamment celui-là. Voilà. Il y en a là, il y en a 80. Mais il faut l'accord du propriétaire. Voilà. Ce qu'il a aussi, 80, vous optimisez encore plus l'occupation du site, etc. Enfin bon, voilà, là ça rentre, ça sort tout le temps. Et il faut avoir aussi le prestataire à même d'être organisé. En fait, c'est surtout une question de procédure, d'organisation. Notre métier est très proche de ça. Il y en a évidemment ce savoir-faire qui est voilà, standardisé sur toute l'Europe. Est-ce que vous avez encore d'autres questions Parce qu'en fait, là maintenant, c'est ma partie à moi, questions-réponses. Donc il n'y a plus d'autres présentations, mais voilà. Vous dites que vous avez une base de 10 000 d'évolution dans la citoyenneté. Enfin, je sens comme une espèce de réseau. Les fellows de Camelot, ça me parle pas mal, quoi. Oui, bien sûr. Alors, trois pistes de réflexion. Je ne vais pas trop développer, mais il y a un aspect proche des notions de développement durable, dans le sens où on contribue à éviter que des quartiers tombent en friche, etc. L'autre aspect, c'est évidemment de fournir aussi des logements à un prix dérisoire, ce qui est derrière générateur d'énormément de projets. Aujourd'hui, pourquoi nous, on se retrouve parfois à accompagner des gens comme par exemple comme Fred, enfin, entre guillemets, qui vont dire oui, mais j'ai besoin d'un espace pour mon entreprise. Parce que le montant de la redevance, parce qu'on ne parle pas de loyer, hein, les dérogatoires, de la redevance est tellement faible qu'il y a des gens grâce à ça qui peuvent même imaginer qu'ils vont pouvoir créer une entreprise. On a eu un article dans le Guardian à Londres, hein, dans lequel ils expliquaient qu'un couple qui avait vécu dans une caserne de pompiers pendant 2 ans en plein centre de Londres, en payant 400 € par mois, a pu devenir propriétaire à Londres grâce à ça. Bien sûr, vous êtes sur les loyers les plus élevés au monde. Ils n'avaient plus le problème du loyer. Donc ils ont économisé. Ils sont devenus propriétaires. Voilà. Oui, nous on génère, alors oui, sur la partie aussi du réseau, on génère 100 000 visites par mois, tout pays confondu. Ouais. On cherche là la disponibilité actuelle à notre website pour toute l'Europe. Et 100 000 personnes cherchées à notre website par mois. Voilà. Donc il y a cette notion-là. Il y a aussi, moi j'étais surpris en fait, voilà, au tout début quand j'ai rejoint l'entreprise, que j'ai visité des biens en Europe, etc. J'ai été très surpris par l'implication en fait des gens qui vivent sur place, pour lesquels nous on leur demande pas obligatoirement d'avoir une action de gardiennage actif hein, en réel. Mais très souvent ils veulent aussi montrer face à nous et aux propriétaires que ça se passe bien, que c'est un bon concept. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi se dire les choses comme elles sont. Vous voyez, ces 2 personnes-là, elles n'ont pas vocation à arriver avec un manche de pioche pour casser les lieux dans lesquels elles vont vivre. Enfin, je veux dire, avec 2 neurones connectés, ça semble à peu près logique. L'autre élément derrière, c'est qu'ils sont bien conscients que si ça se passe bien, quel intérêt j'ai, moi, à aller recruter encore de nouvelles personnes, etc., pour les remplacer. Voilà. The French one. Ouais. Voilà le type d'actifs qu'on a aujourd'hui. Moi, je recherche actuellement et immédiatement une 30aine de personnes. Hein. Donc ça, c'est pour démarrer. Voilà. Alors, ils ont donc la chance d'être sélectionnés, donc ils sont déjà inclus dans ce chiffre-là, mais ça, c'est du concret. Hein. Donc voilà. Notamment de l'entrepôt avec bureau aussi. Donc voilà, sur des zones que les professionnels de l'asset ou autres connaissent bien. Voilà. Et donc là, vous avez par exemple, voilà, ça c'est du bureau aménagé, là aussi. Bon voilà. Oui. Oui, j'avais une toute petite question juridique. En l'état actuel de la législation en France aujourd'hui, est-ce qu'on a donc la possibilité, au-delà des 18 mois, de renouveler le bail? Vous voulez dire le contrat de résident temporaire. Ma lecture est que non. C'est-à-dire pour le même local, je ne crois pas que le texte le permette à ce stade. Par contre,
comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un à l'intercession, effectivement, Camelot à ce moment-là peut entraîner ou proposer à ce résident temporaire un autre lieu où il va aller passer 6 mois, quitte à revenir au bout de 6 mois avec une nouvelle... donc ça circule, quoi. Voilà. Mais pour le moment, ma lecture est que le texte ne prévoit pas pour le moment de renouvellement. Ce qui est assez logique aussi, puisque cette limite... Voilà. Enfin, je ne sais pas si... Enfin, ça pourrait ouvrir la porte à des requalifications, mais surtout, c'est pour garder cette notion de résidence temporaire. Si le même résident est dans le même lieu et ne bouge pas pendant 6 ans, on va avoir du mal à lui dire au bout de 6 ans, vous avez 1 mois pour partir. Enfin, ça serait contraire à l'esprit de la loi. Je pense que c'est pour ça que le législateur a inclus cette limite de 18 mois maximum. Je peux également faire un retour d'expérience sur ce qui est constaté en France et à l'étranger. Nous, aujourd'hui, on nous mandate généralement pour des durées moyennes, et c'est le cas classique, hein, c'est 1 an. Voilà. Sur l'année à venir, je ne sais pas trop. Voilà, ce sera peut-être plus, peut-être moins, mais au moins sur l'année à venir, je suis propriétaire, bien entendu. Je suis assez sûr qu'il ne se passera rien. Voilà. Mais cependant, je ne veux pas m'enlever la possibilité d'avoir un acquéreur potentiel qui achète le bien. Après, on connaît tous le principe entre la promesse de vente et la remise des clés. Hein, on est bien d'accord. Donc, il y a de quoi faire. Et c'est bien pour ça, de l'autre côté, que nous, sur les résidents temporaires, ça me rappelle quelque chose, Bob. Chaque fois qu'il y a une conférence, il fait le coup. Hein, voilà. Et donc voilà, hein, voilà. Mais nous, en fait, ce qui est constaté, notre durée moyenne d'occupation, c'est pile poil 9 mois, tout pays confondu. Oui. Oui, ouais. Oui, mais aujourd'hui, nous, ce qui est constaté chez la plupart de nos résidents temporaires, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Et ce qui leur plaît aussi, c'est cette flexibilité à l'inverse dont eux, ils bénéficient. Et ça surprend beaucoup. Alors, voilà, je m'attendais en fait à ce... Mais je le dis, ils vont peut-être vous le confirmer, c'est comme ils veulent, hein, mais je vous garantis que c'est très surprenant. Il y a des gens, la majorité des gens qui vivent chez nous, c'est parce qu'eux aussi, ils sont à la recherche de ça. Et ça surprend souvent. Et très clairement, ils ne sont pas dans une idée de se dire, je vais rester 3 ans dans le même endroit. Et d'ailleurs, quand nous on est capable de leur dire, bah écoutez, si vous voulez changer tous les 6 mois, vous pouvez, ils sont plutôt ravis, ils aiment bien, ça leur plaît, ils trouvent ça sympa, je change d'endroit, de quartier, voilà, je vais vivre dans un château, dans une usine, dans un bureau, voilà. Et après, il y a une compétition aussi en interne chez eux, à dire voilà, je suis un peu le meilleur pour avoir le meilleur bien, qui se crée naturellement, voilà. Alors il n'y a pas de favoritisme, on va pas exagérer, mais voilà. Et très souvent, en fait, ce qui se passe chez nous, c'est que on ne va pas proposer à quelqu'un qu'on ne connaît pas d'aller directement dans le 8e. Il va, entre guillemets, faire un petit peu ses preuves avant, par exemple en 2e couronne ou 3e couronne. Puis ça se passe bien, on sera ravi éventuellement de le transférer dans la 1re couronne. Vous voyez, il y a ça aussi hein, chez nous. Hein. Voilà. Oui, juste... oui. Non. En fait, nous, l'engagement maximum doit être de 18 mois. Nos conventions, nos contrats ne peuvent pas être de plus de 18 mois en ligne avec les contrats signés avec les résidents temporaires. Mais renouvelables, oui. Oui, parce que nous, on est un prestataire de service en réalité. Aujourd'hui, ouais. Moi, j'ai saisi en fait l'autorité compétente qui suit ce dispositif, avec qui on est en contact régulier. En fait, ils étaient présents. Je ne sais plus s'ils sont. Non, je crois qu'ils sont partis. Mais ils étaient présents, donc qui est présidé par un préfet, qui était dans l'Assemblée ce matin. Et donc, je les ai saisis sur cette question-là. Et donc aussi bien d'ailleurs pour les aspects fiscaux, voilà. Et donc d'une part, il y a le ministère des Finances qui était saisi pour les aspects fiscaux. Pour qu'ils se prononcent, c'est que voilà, mais c'était plutôt du côté des résidents temporaires, pas du côté propriétaire. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Et sur la partie, donc, moi j'ai une première réponse de principe. On me dit, écoutez, déjà, 18 mois, on les fait. Si les personnes veulent rester, au pire, vous les changerez d'immeuble. Ou au pire, un jour de carence. Voilà, c'est ce qui est assez couramment pratiqué dans les baux précaires, hein, on ne se cache rien, on le sait tous, je crois, en tous les cas. Hein, sur les baux de 23 mois, voilà, vous mettez un jour d'écart, voilà. Mais bon, sinon on transférera d'un immeuble à l'autre. Ouais.
Juste une dernière question. Le locataire a un minimum de temps hein, quand il signe, c'est-à-dire il doit s'engager pour un minimum de temps ou ça peut être un mois et s'il doit s'engager pour un minimum et qu'il veut partir, il peut partir quand il veut. Lui, le résident. Du résident. Hein. Je fais exprès, hein, je reprendrai toujours locataire par résident et bail par redevance, hein, et bien pour des raisons que vous imaginez, bien volontairement. Eux nous doivent 15 jours de préavis. Donc de leur côté, c'est très souple. Ils ne doivent même pas un mois, 15 jours de leur côté. Et à tout moment. Donc évidemment que même sur les 3 mois minimum de démarrage, ils ne sont pas tenus de rester. S'ils veulent partir, ils peuvent. Hein. Voilà, ils nous donnent 15 jours, ils s'en vont. Voilà. Mais charge à nous aussi, et c'est tout le principe et toute l'idée intéressante de leur fournir les lieux les plus sympas, les plus jolis, les plus spacieux, parce que voilà, mieux c'est, et voilà, nous on le sait très bien. Si on donne un bien, on installe des personnes dans des biens entre guillemets qui sont pas terribles, et voilà, nous derrière c'est générateur de problèmes. Et honnêtement, vu la vacance, on a le choix. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller obligatoirement sur ce qu'on appelle du premium ou du classe A, mais on va sur des choses qui sont propres. On va pas les gérer l'ingérable, hein, voilà. Ah oui. Ouais. Ça vous intéresse, c'est ça, non? Ça vous intéresse? Je crois que j'ai vu une autre question. Ouais. Pourquoi la loi Moll elle est beaucoup plus intéressante que les conventions d'occupation qui existent déjà ou les contrats précaires, les bails précaires qui existent déjà? Alors bon, vous faire l'exercice de droit comparé, ça va être un peu. Ce qui est clair, la loi Moll, pourquoi elle est... Oui, alors des choses comme ça fait 30 ans qu'il y a des choses qui existent, mais qui restent toujours un petit peu embryonnaires. Voilà. Aujourd'hui, ils se sont dit, tiens, il y a quelque chose qui fonctionne bien en Hollande depuis presque 30 ans, où il y a 50 000 personnes qui vivent comme ça en Hollande, il y en a 10 000 qui vivent comme ça en Belgique, il y en a plus de 10 000 en Angleterre qui vivent sur ce mode-là. Ils se sont dit, c'est peut-être pas bête. Et on va regarder comment ils font. Mais parce qu'en Hollande, ça s'est fait par la pratique il y a déjà 30 ans. En fait, c'est tombé dans la coutume. Ce qui s'est passé en Hollande, c'est que c'est nous qui avons structuré le secteur en disant à l'État hollandais, créez un label pour être certain de savoir avec qui vous travaillez. Et on a été partie prenante sur ce sujet-là, et aujourd'hui c'est le cas. Voilà. On va peut-être arrêter. Voilà, on fait signe d'arrêter. Mais du coup, je serais assez intéressé pour échanger même en privé autour d'un café pour ceux qui le souhaitent dès maintenant. Quoi? Ah oui, on vous a mis à votre disposition, oui, dedans quelques documents. Je vous invite vraiment à les prendre, notamment de la part des intervenants. Et notamment avec encore plein de réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Hein. Voilà, c'est toute l'idée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et on est assez ravis de voir en fait l'émulation que ça a provoqué, parce que c'est le principe aussi, et l'idée de créer une plateforme d'échange, hein, questions-réponses, voilà. Voilà. Et on en fera une tous les 6 mois, voilà, pas plus. Voilà. Très bien, merci.